Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo est la quatrième consacrée au pendule inversé que j'ai réalisée récemment. Pour rappel, la première vidéo présentait le fonctionnement général de la machine. Dans la deuxième, j'exposais la théorie mathématique et physique qui se cache derrière cette machine, notamment le problème de régulation et de la gestion de l'équilibre. Et dans la troisième vidéo, je présentais le schéma électrique et électronique. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes que le pendule inversé est un dispositif constitué notamment par un moteur, un codeur et une glissière qui vise à maintenir en équilibre un pendule dans une position naturelle instable. Dans cette vidéo, nous allons aborder le programme informatique implémenté dans le microcontrôleur de la machine. Alors qu'est-ce que c'est que le microcontrôleur ? C'est un peu le cerveau de la machine, c'est lui qui donne les ordres au moteur pour compenser les écarts d'équilibre du pendule mesurés par le codeur incrémental qui se trouve à la base du pendule. Et pour réagir, le microcontrôleur a besoin d'un programme qui lui dit ce qu'il doit faire, quand et comment. On va rappeler quelles sont les tâches principales du programme. Tout d'abord, la lecture des paramètres et instructions donnés par l'ordinateur, la lecture du codeur, la gestion de l'équilibre et du mouvement, ainsi que la commande du moteur. Alors, un mot sur l'environnement de programmation et le langage utilisé. Pour programmer, j'ai utilisé l'éditeur de Microsoft Visual Studio Code avec l'extension Platform.io. C'est un éditeur assez convivial, robuste, performant et rapide. Pour les débutants, la prise en main est un peu plus difficile que l'éditeur Arduino, mais une fois qu'on le maîtrise, les avantages de Visual Studio Code sont clairement supérieurs. Pour le langage de programmation, j'ai utilisé le C++, qui est un langage orienté objet, à la fois rapide et très complet. Bon, il y a cet éternel débat entre ceux qui préfèrent le langage C au langage C++, disant que c'est plus rapide, que l'on est plus près de la machine, etc. Mais pour ma part, je n'ai jamais vu de différence notable entre les deux langages et je préfère clairement le C++ qui permet d'avoir un code mieux découpé et plus lisible. Passons à la structure du programme. En fait, comme dans tout programme C++, il y a une structure et un ordre à respecter. En gros, il y a une partie déclarative où l'on va faire appel aux différentes librairies, définir les classes, déclarer les variables et fonctions que l'on va utiliser. Ensuite, une partie d'initialisation nécessaire pour l'allocation de la mémoire et une partie d'exécution à l'intérieur d'une boucle loop. Dans ce programme, nous appelons trois librairies externes, Arduino.h, nécessaire pour l'utilisation de certains types de variables et de fonctions basiques, encoder.h, nécessaire pour la lecture du codeur, et spi.h, nécessaire pour la communication avec le driver TMC5160. J'ai aussi créé trois classes. Alors d'abord la classe speed.h qui sert à calculer la vitesse du chariot et la vitesse angulaire du pendule à partir de leur position respective à tout instant t. La classe tmc.h qui sert à faciliter la commande du moteur à partir du microcontrôleur. Et enfin la classe pendulum.h qui regroupe toutes les variables et fonctions liées au fonctionnement direct du pendule. Dans les variables globales, il y a notamment les instances des classes ainsi que divers compteurs. Et dans les fonctions, en dehors de celles qui sont liées aux classes, il y a des fonctions de reset, des fonctions de lecture, écriture des données venant ou allant vers l'ordinateur et des fonctions qui sont liées au mouvement. On passe à l'initialisation qui se résume à l'initialisation du port série nécessaire pour communiquer avec l'ordinateur. Et pour finir, la boucle principale du programme. Dans cette boucle, on va successivement faire les opérations suivantes. Alors, observer la présence de données venant de l'ordinateur, mise à jour de la position et la vitesse du chariot ainsi que du pendule, mise à jour des données de l'ordinateur, ça concerne toutes les données qu'on envoie à l'ordi et qu'on souhaite afficher. Et pour finir, et finalement, exécuter les tâches comme la mise en équilibre, l'arrêt, etc.
On va passer en revue les trois classes que j'ai créées. La première, c'est speed.h. Donc en fait, cette classe permet de calculer la vitesse. Partons déjà de la définition de la vitesse. Mathématiquement, la vitesse moyenne est le rapport entre le déplacement et le temps qu'il a fallu pour effectuer ce déplacement. Et la vitesse instantanée à l'instant t est donnée par la dérivée de la position à l'instant t. Pour calculer numériquement cette vitesse, théoriquement, il suffirait de connaître la position PI à l'instant TI et la position PI-1 à l'instant TI-1. Et la vitesse serait donnée par la relation suivante. Le problème est qu'entre deux itérations séparées par un temps très court, la position évolue par incrément et elle peut en fait ne pas évoluer si la vitesse est extrêmement lente, et même si la position absolue a changé. Dans un tel cas, la vitesse calculée n'est pas stable et oscille entre 0 et une certaine valeur au lieu d'afficher une valeur régulière stable. Une méthode serait de calculer la moyenne sur les n dernières valeurs de vitesse. Et finalement, la méthode que j'ai utilisée est de prendre la position PI à l'instant TI et la position PI-N à l'instant TI-N pour calculer la vitesse à l'instant TI. Le choix de n a de l'importance. S'il est trop petit, on se retrouve confronté au même problème que précédemment, la vitesse évolue par saccades, et s'il est trop grand, la vitesse est donnée avec une latence et ne correspond plus à la réalité. Alors après plusieurs essais, le bon compromis que j'ai trouvé est n égale 50. On voit ici le code de Speed. Le principe est que l'on a deux tableaux de taille n, un pour la position et un pour le temps. Et à chaque fois que l'on enregistre une nouvelle position, on calcule la vitesse avec la première et la dernière position du tableau. Et on efface la plus vieille, puis on rajoute la nouvelle position. Voilà pour cette classe. Passons à la classe suivante, tmc.h. Alors cette classe a trois objectifs. Tout d'abord, l'initialisation du driver, sa configuration et l'exécution des mouvements. Regardons comment s'effectue la communication entre le microcontrôleur et le driver TMC5160. La communication s'effectue selon le protocole SPI. On ne va pas détailler tout le protocole. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une trame est constituée de 5 octets, 1 octet d'adresse et 4 octets de valeur. Et que dans l'octet d'adresse, 7 bits servent à déterminer l'instruction et le dernier sert à déterminer le sens de lecture de l'instruction. Je m'explique, si ce bit est à 1, on envoie une valeur au driver, et s'il est à 0, on lit une valeur depuis le driver. Le manuel de spécification du TMC 5160 donne en détail la manière de communiquer. Prenons un exemple. On veut, par exemple, régler le mode de fonctionnement du driver en mode vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, un coup d'œil dans le manuel nous indique que l'instruction du choix du mode c'est 0x20 en hexadécimal et la valeur à donner, c'est 1. Par conséquent, l'octet 0, qui est utilisé pour l'adresse, l'instruction, sera égal à 0x20, c'est l'instruction, plus 0x80, qui est le bit d'écriture, et ce qui nous donne 0x à0. Et pour la valeur, c'est donné par les 4 octets suivants. L'octet 1, c'est 0, l'octet 2, 0, l'octet 3, 0 et l'octet 4, 1. Si on regarde la classe tmc.h, le code, on voit ici les principales adresses que j'ai reprises depuis le manuel de spécification. J'ai pris les plus importantes. On retrouve ici l'adresse de l'instruction pour le changement de mode, ici l'instruction 0x80 pour forcer l'écriture au lieu de la lecture, et ici tout un tas de fonctions
qui permettent d'assigner une valeur et une instruction pour l'envoyer au driver. Il y a principalement des fonctions de configuration du chopper, le réglage du courant, le réglage de la vitesse, l'accélération, la position, etc. Et dans le fichier tmc.cpp, on retrouve la définition de ces fonctions, notamment celle qui permet d'envoyer l'instruction et la valeur au driver via le protocole SPI. J'aimerais préciser que l'envoi d'une instruction se fait en 50 microsecondes et n'affecte pas le déroulement et la vitesse de la boucle principale du programme. À présent, passons à la classe suivante, Pendulum. En fait, je l'ai créé uniquement pour aérer le programme. Dans les variables, nous avons les valeurs de vitesse, accélération, angle, etc. Et les coefficients de régulation, ainsi que les rapports de conversion entre les unités réelles et les unités machines. Pourquoi? Parce que j'ai préféré utiliser pour les calculs de régulation les unités réelles, comme les radians, les mètres, etc., de manière à ce que les coefficients de régulation ne dépendent pas de certains autres paramètres comme la résolution du codeur, le nombre de micropas, le diamètre de la poulie, etc. Parmi les fonctions de cette classe, il y a des fonctions de mise à jour des variables, des fonctions de réglage, ainsi que des fonctions d'exécution comme l'équilibre, le looping, l'arrêt, etc. Alors voici le code de la classe Pendulum où l'on retrouve les différentes variables et fonctions que l'on a décrites ci-dessus. Passons à la boucle principale du programme. Il y a 4 choses principales qui sont effectuées, donc la lecture des données en provenance de l'ordinateur via le port sériel si elles sont disponibles, évidemment, la mesure et le calcul de la position et la vitesse du chariot et du pendule, l'écriture de ces données vers l'ordinateur. En fait, c'est une tâche qui est effectuée tous les dixièmes de seconde pour ne pas surcharger le reste du programme. Et l'exécution des tâches comme la mise en équilibre par balancement, l'équilibre en lui-même, le looping, etc. Dans le code, la lecture des données en provenance de l'ordinateur est effectuée par cette fonction. L'ordinateur envoie les données par paquet de 5 octets, un servant d'instruction et les 4 autres de valeurs associées. Et selon l'instruction du premier octet, on effectue des tâches ou on effectue des mises à jour de certains paramètres comme les coefficients de régulation, le reset du codeur, etc. Ici, on effectue la mesure de l'angle du pendule et la mesure de la position du chariot donnée par le driver. Par la même occasion, la vitesse est calculée dès la réception de ces données à l'intérieur de la classe Pendulum. Et la dernière chose qui est faite, c'est l'exécution des tâches. Donc, en fait, ici, ce ne sont pas toutes ces tâches qui sont exécutées en même temps, mais l'une d'entre elles en fonction d'un sélecteur de type enum, dont la valeur est modifiable par l'ordinateur. Donc, selon le sélecteur, on va soit être au repos, soit faire le balancement pour atteindre l'équilibre, soit garder l'équilibre, etc. Regardons par exemple le maintien de l'équilibre. Ici, la variable angle contient la valeur de l'angle du pendule. Et il faut d'abord déterminer le signe de l'angle, c'est-à-dire s'il est négatif ou positif, et ensuite soustraire la position angulaire d'équilibre qui est 180 degrés. En fait, c'est la cible. Et c'est la valeur contenue dans la variable balance POS. Ensuite, nous calculons la valeur d'accélération à appliquer selon la formule de régulation LQR que nous avons vue dans la vidéo numéro 2. Et selon le signe de l'accélération, on adapte le mode vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement. Puis finalement, on applique l'accélération à appliquer au moteur. Alors cette fonction est appelée continuellement dans la boucle principale ici. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce programme. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci.